Freud, Alois Alzheimer, correspondance imaginée, établie et commentée, fiction, par Jean-Pierre Basquet. Alors, ton livre se situe entre les années 1906-1907 et 1915. Dans ce livre, Jean-Pierre, tu nous donnes à lire 14 lettres fictives d'échanges entre Freud et Alzheimer, qui vivaient à la même époque. Freud était né en 1856, Alzheimer en 1864. Freud était donc de 8 ans l'aîné d'Alzheimer. Alzheimer mourra en 1915, donc bien avant Freud, qui décède en 1939. Alors, dans la réalité historique, il n'existe, si j'ai bien compris, si j'ai bien lu, aucune trace d'échange de lettres, ni même d'aucune rencontre entre Freud et Alzheimer. Tu te lances donc dans une totale fiction. Dans cet échange de lettres fictives donc, entre Freud et Alzheimer, durant cette période qui s'étend entre 1906 et 1915, Jean-Pierre, tu nous rappelles que Freud, qui a à cette époque posé les bases de la psychanalyse, la charnière de 1900 est passée avec l'interprétation des rêves, tu écris: Freud est plus que jamais soucieux de l'implantation de la psychanalyse dans le monde de la science et de la médecine. Alzheimer, lui, est psychiatre, mais on le connaît surtout comme neurologue. Il est un disciple de Kraepelin, lui-même psychiatre et chercheur, avec qui il travaille. Kraepelin, dont tu nous dis que, je cite, « Tous ses travaux visent à démontrer de manière argumentée que l'origine des désordres psychiques, névrose et psychose, se trouve dans l'altération observée de certaines structures corticales. C'est l'ère du dogme anatomique. » Alzheimer partage donc cette vision et en tant que chercheur dans le laboratoire, il utilise la lecture des coupes du tissu cérébral au microscope, travail dans lequel il excelle. On est très loin de la reconnaissance de l'inconscient. Les résistances que rencontre la psychanalyse de la part du monde médical et du monde scientifique en général sont massives. Voilà pour le contexte dans lequel tu situes ces lettres fictives. Alors, 1906-1915 d'un côté, février 2016 de l'autre. 100 ans, 110 ans se sont écoulés. Aujourd'hui, où en sommes-nous de cette place de l'inconscient, de cette reconnaissance de l'inconscient? Alors, une de nos collègues me disait récemment que dans l'hôpital où elle travaille en soins palliatifs, on a recruté il y a peu, pour le service de gériatrie, une jeune psychologue cognitiviste de qui on attend qu'elle fasse passer des tests de mesure de la détérioration mentale des patients hospitalisés en gériatrie. Donc. Cette jeune psychologue est complètement désemparée car elle n'apporte aucun apaisement aux malades qui restent dans leur souffrance psychique, leur délire, leur détresse, leur angoisse. Alors, à l'heure de la cantine dans l'hôpital, elle se met en situation de rencontrer notre collègue qui est psychologue clinicienne et psychanalyste et lui demande de bien vouloir prendre un moment pour
venir écouter quelques-uns des patients du service de gériatrie face auxquels elle ne sait que faire, elle. L'assistance publique recrute donc des psychologues cognitivistes qui ont appris à manier des tests de mesure, comme les biologistes utilisent le microscope, afin que la médecine puisse prescrire le médicament chimique qui va bâillonner la détresse du malade. 100 ans, 110 ans après. Fille de l'inconscient. Par ailleurs, depuis quelque temps, on a le sentiment qu'un certain nombre de collègues hésitent à écrire sur leur carte de visite professionnelle psychologue clinicienne ou psychanalyste. On voit se multiplier d'autres titres, psychothérapeute, psychopraticienne, par exemple, qui font litote, donnant à entendre le radical psy, mais surtout pas psychanalyse. Alors, pour ce qui est de la résistance face à la reconnaissance de l'inconscient, on se dit que depuis 100 ans, ça n'a pas beaucoup changé peut-être, la résistance à la psychanalyse est toujours là. Presque la même, peut-être. Bon. Alors, faut-il désespérer? Il me semble que ton livre, Jean-Pierre, propose un outil pour gérer cette situation et que cet outil, oui j'y viens à ton livre, et que cet outil, c'est le transfert. Le transfert de ses interlocuteurs à Freud, certainement. Alzheimer en l'occurrence, j'en parle. Mais aussi, et cela est abondant dans ton livre, le contre-transfert de Freud, qu'on n'appelle plus contre-transfert, mais le transfert du psychanalyste, en l'occurrence le transfert de Freud sur ses interlocuteurs. On le voit mener parallèlement son transfert sur Alzheimer, Jung, Bleuler, Ferenczi, et au fond, osciller entre les uns et les autres. Et son transfert avec ces interlocuteurs-là connaît de multiples colorations et variations dans le temps. On découvre dans les lettres elles-mêmes et dans les commentaires qui suivent. Commentaires que tu fais à partir de la réalité de ce qui s'est passé. Si les lettres sont fictives, ton livre est très très bien documenté sur l'histoire réelle. Alors, devant la résistance extérieure à la psychanalyse, on pourrait dire que Freud soutient son désir sans trop s'embarrasser des autres quand on lit cette série de lettres et les commentaires. Il s'avance avec le transfert, avec son transfert. Et à ce compte-là, la psychanalyse peu à peu prend pied dans le monde de la médecine et de la science en général. Et même ce que je crois percevoir dans ton livre, c'est qu'avec l'outil transfert, la résistance à la psychanalyse n'est pas vécue comme négative. À la fin de l'ouvrage, tu écris ceci: à l'heure où la mort frappe, il s'agit de la mort d'Alzheimer, peut-être s'agit-il pour Freud de faire entendre ce qu'Alzheimer fut réellement pour lui. Ce sont les psychanalystes qui ont à faire avec ces résistances par le truchement de l'outil transfert dans son plus large déploiement. Alors, j'ai trouvé que ton livre avait une... J'ai bien aimé ce sur quoi tu as terminé, Josette, à propos des résistances qui aident à penser
distance active la pensée en quelque sorte, et quelque part, c'est précieux. Bon, alors ce que je vais dire va regrouper certains points qu'a présenté Josette. J'aurais bien aimé ne pas lire, mais ça ne va pas pouvoir être le cas, j'en suis désolée. Donc, pas si loin l'un de l'autre. Telle est la remarque qui vient de la Freud en 1915, alors Alzheimer vient de s'éteindre à Breslau, mettant fin à une correspondance qui s'est engagée 9 ans auparavant. Étant amené à refermer le livre, le lecteur a alors peine à réaliser que cette correspondance était en réalité une fiction et que l'auteur qui s'y est illustré, Jean-Pierre Basclet ici présent, n'est autre que notre camarade inscrit de longue date à l'APN, ayant prêté sa plume à tour de rôle aux deux protagonistes. On a peine à se dire qu'il s'agissait là d'une invention. Tant Jean-Pierre a su recréer l'atmosphère de l'époque, en maniant sans doute et avec brio l'art du pastiche, sans négliger manifestement le sérieux de sa documentation. 1906-1915. Telle est la période sans doute soigneusement choisie par Jean-Pierre. 1906, c'est-à-dire il y a un peu plus d'un siècle, où les noms d'Alzheimer et de Freud étaient encore loin de connaître leur célébrité d'aujourd'hui. Alzheimer, un aliéniste, je crois, comme on disait à l'époque, c'est une manière de dire, un neurologue, psychiatre bavarois, élève du Grand Créplin, avait pourtant, nous apprend Jean-Pierre Basclet, fait l'essentiel des découvertes qui conduiront à identifier la maladie qui porte aujourd'hui son nom, un nom tombé dans le domaine public, au point qu'on en arrive couramment à parler, et même parfois sur le ton de la plaisanterie, d'un Alzheimer. Quant à l'adjectif freudien, il est quasiment devenu banal. 1906 du côté de Freud. C'est l'époque où il a publié ses grandes découvertes, celles qui en quelque sorte constituent les bases de la psychanalyse, ses fondamentaux. La Traumdeutung, en 1900, destinée dans l'esprit de Freud à porter sa marque sur le siècle naissant, comme le remarque Jean-Pierre Basclet, suivi de la psychopathologie de la vie quotidienne, du Cadora, des 3 essais sur la théorie de la sexualité, et aussi le mot d'esprit dans sa relation à la conscience. Tout ceci était publié avant 1906, ou juste avant. Freud, à ce moment-là, pense qu'il a fourni suffisamment d'arguments, constitué une sorte de corpus pour soutenir l'hypothèse de l'inconscient, et qu'il est temps désormais que sa méthode soit connue, reconnue comme scientifique et diffusée comme telle. Qu'il est temps aussi que la psychanalyse sorte du ghetto dans lequel elle risque, si elle n'y prend garde, de s'enfermer. Sa correspondance avec Alzheimer, imaginée par Jean-Pierre Basclet, s'inscrit dans cette perspective. Faire reconnaître la psychanalyse par le milieu médical et scientifique dont Alzheimer est un représentant. Clinicien, chercheur, Freud, homme de science, il s'est spécialisé dans ses recherches sur les lésions du cerveau, les lésions des tissus du cerveau, le cerveau, autrement dit l'organe de la pensée, le substrat du psychisme sur lequel Freud, de son côté, sans relâche, a fait porter ses recherches. Tous deux ont un point commun, lequel génère une sorte d'estime réciproque dans la relation épistolaire
immanquablement transférentielle entre les deux hommes. Ce point commun tient à la rigueur de leur méthode, rigueur dont ni l'un ni l'autre ne se départiront au cours de cette correspondance, ni controverse, ni soutien chaleureux et critique, comme le dit à peu près Jean-Pierre, mais qui n'ira pas, de la part d'Alzheimer, jusqu'à qualifier les travaux de Freud de scientifiques. Ce qui réunit aussi les deux chercheurs, tels que Jean-Pierre met en scène, pourrait-on dire, c'est, en lieu et place de la reconnaissance tant souhaitée, d'une part, l'indifférence générale qui accueille à l'époque les travaux d'Alzheimer, et d'autre part, côté Freud, l'atmosphère de scandale et d'injures haineuses suscitées par ces communications, telles celles sur le rôle de la sexualité dans l'étiologie des névroses, ou celles sur le déterminisme psychique, Freud, par exemple, distinguant le hasard extérieur et le hasard intérieur, le réel et le psychique, et affirmant sa croyance en l'un mais pas en l'autre. Jean-Pierre, cependant, ne manque pas de relever ce que présente de paradoxal et d'ambivalent la position de Freud à propos duquel il écrit. Il quête la reconnaissance tout en s'en tenant à l'écart. Question: cette position est-elle simplement personnelle à Freud ou y a-t-il quelque chose là d'inhérent, d'intrinsèque à la place de la psychanalyse par rapport au champ de la médecine? Le cadre de cette correspondance entre Freud et Alzheimer, mettant en jeu à la fois ce qui les rapproche et ce qui les sépare, est alors constitué. Elle sera interrompue, cette correspondance, par l'épisode Jung. Jung, dont Freud souhaitait faire son dauphin et en qui il avait placé les plus grands espoirs. Espoirs déçus, comme chacun sait, qui conduira Freud à reprendre sa correspondance avec Alzheimer, plus pour longtemps, puisque celui-ci, sous l'effet d'une sorte de burn-out, dirait-on aujourd'hui, mourra prématurément à 51 ans. Mais ce ne sont pas seulement les qualités littéraires de Jean-Pierre Basclet qui nous font croire à cet échange, plus vrai que le vrai. Imaginez entre les deux pionniers devenus des figures emblématiques, l'une de la médecine, l'autre de la psychanalyse. À travers ces 14 lettres écrites, commentées, analysées, critiquées tout à la fois par l'auteur, ce qui représente une sorte de tour de force, une vérité se faufile, passe, résonne avec des aspects et problèmes qui se posent peut-être de façon encore plus vive aujourd'hui, à l'heure où se creuse la faille, la fameuse faille épistémo-somatique, soit l'effet du progrès de la science sur la relation de la médecine avec le corps, dont Lacan nous alertait dès 1966. Ces questions, ces problèmes ne sont toujours pas résolus et ne le seront peut-être jamais tout à fait. Mais ce qui est important, n'est-ce pas, n'est-il pas au moins que la question puisse continuer à se poser et que dans ces complexes, difficiles et délicats rapports avec la science et la médecine, la psychanalyse ne disparaisse pas, comme cela a déjà failli se produire plusieurs fois. Et ces fois, Jean-Pierre les énumère, les rappelle. Je vous invite vivement à ce propos à vous reporter notamment à la lettre numéro 3, où Jean-Pierre Basclet met en perspective, d'une façon qui ne peut que nous éclairer, les problèmes afférents à ces questions que rencontre aujourd'hui la psychanalyse et les psychanalystes. Pour en terminer avec cette courte présentation qui laissera le temps à Jean-Pierre de préciser de vive voix, par exemple, quels ont été et peut-être quels sont pour lui, après publication, et donc dans un léger décalage, les enjeux de ce livre,
je souhaiterais mentionner deux aspects qui m'ont frappé. D'une part, l'accent mis par Jean-Pierre sur l'importance, tant pour les psychanalystes que pour les médecins, de ne pas ignorer le champ de l'autre. Ce livre appelant à résister aux offensives scientistes, mais faisant appel aussi aux représentants de la science qui ne sont, comme il dit, ni complètement sourds ni de mauvaise foi, ce qui en élimine quelques-uns, et ne manquant pas de rappeler la position freudienne quant à ces questions du rapport du biologique et du psychique, que nous n'avons que trop tendance à oublier. Alors que Freud, comme en témoigne le texte sur la Lyon-analyse en 1926, se battra sans concession pour que la psychanalyse se constitue comme un champ spécifique, différent de la médecine et séparé de celui-ci, le même Freud, comme le rappelle Jean-Pierre Besclet dans la suite des Ripoches, le même Freud n'a jamais cessé, semble-t-il, de concevoir la psychanalyse comme une science de la nature et non comme une science de l'esprit, une Naturwissenschaft et non une Geisteswissenschaft. Donc une science de la nature et non une science de l'esprit. Freud gardera toujours l'espoir, dit-on, dans le livre de Jean-Pierre, d'asseoir la métapsychologie sur des bases organiques et chimiques. Et pour enfoncer le clou, Jean-Pierre Besclet se réfère à un passage de Pour introduire le narcissisme, où Freud écrit en 1914 « On doit se rappeler que toutes nos conceptions provisoires en psychologie devront un jour être placées sur la base de supports organiques. » Question, adressée à Jean-Pierre, le Freud de 1926, celui de la Lyon-analyse, est-il toujours d'accord avec le Freud de 1914, celui de Pour introduire le narcissisme? Enfin, dernière remarque, Jean-Pierre Besclet a glissé dans cette correspondance quelques passages ou citations à valeur d'aphorisme que nous n'aurions sans doute pas tort de méditer. À propos de la notion de somatisation, par exemple, et citant Pierre Benoît, on lit « Pour avancer dans la compréhension de cette question de la somatisation, il nous faut cesser d'en faire un problème purement pathologique. Et s'il fallait le prendre au sens littéral, faire du corps, à la limite, on peut considérer une naissance, une somatisation. Et si la somatisation pathologique n'était que l'écume d'une vague, l'image est aussi belle que bien trouvée, le dérapage d'un phénomène normal et même d'un phénomène spécifique de l'humain. À propos de la souffrance humaine, et dans le même esprit, toujours Pierre Benoît, cité par Jean-Pierre, tout humain porte en soi une souffrance dont la nature n'est pas d'être pathologique, mais de le fonder comme humain. Ce qui pourrait donner un sens tout à fait autre à l'invocation courante et passablement galvaudée visant à humaniser la médecine. Mener cette entreprise ne consiste pas, pour Pierre Benoît, écrit Jean-Pierre, à se montrer humain avec les malades. On peut en dire autant en médecine vétérinaire, mais à reconnaître ce qu'il y a de spécifiquement humain dans les processus morbides dont ils sont affectés. Le psychique étant, et Jean-Pierre nous renvoie là au livre d'André Lehmann, un domaine spécifique qui médiatise tout rapport à quelque réalité que ce soit. Enfin, pour conclure et pour ma part, cette présentation du livre de Jean-Pierre, page 52, excusez-moi, pour conclure, pour ma part, cette présentation du livre de
Jean-Pierre, voici un passage, page 52, d'une lettre que le jeune Freud, à l'âge de 19 ans, écrivait à son ami Édouard Zilberstein. Songe pourtant, cher ami, que seule l'initiative de nos âmes est en notre pouvoir. Je veux dire, est déterminée par notre intervention. Rarement leur cours et jamais leur issue. Je souhaite donc un intéressant et heureux parcours au livre de Jean-Pierre. Bien, merci pour ta lecture et tes vœux qui touchent. Oui, cette dernière citation, l'écoutant, je pourrais dire que je suis dans une position que j'expérimente, puisque je n'ai jamais été dans cette configuration-là, à ne pas savoir au fond quelles sont les résonances, les répercussions de ce qui s'est présenté comme une espèce d'impulsion, effectivement, à écrire, qui a longtemps mûri. Je peux peut-être dire, au fond, ce que j'ai pu repérer a posteriori de la jeunesse de ce travail, après bien des années où il a fallu que je me défasse de cette obligation morale d'écrire un livre, parce que c'est comme si à 50 ans on n'a pas de Rolex, on a raté sa vie. Donc après il a fallu que je me défasse de cette obligation pour un jour être attrapé comme ça par un sujet et avoir envie d'en faire un livre. Il s'est trouvé que le dernier poste que j'ai occupé dans la fonction publique était au sein d'une unité de soins palliatifs qui se trouvait dans un hôpital de gériatrie, au sein duquel il y avait une unité Alzheimer. Donc, en dehors du service où je travaillais, et où je voyais donc, des gens en fin de vie, des personnes âgées, mais hélas aussi des gens très jeunes, je rencontrais une population particulière, de gens âgés, déments, et certains taxés de ce diagnostic. Et dans ce côtoiement où je n'étais pas interpellé d'un point de vue soignant, j'étais interpellé comme sujet, sur un mode des fois très déroutant. J'avais donc quelques années de moins et je me souviens, en attendant l'ascenseur, d'une dame très âgée, et dont je me souviens qu'elle avait un petit carré court qui lui donnait un air assez jeune. Et qui s'est planté devant moi comme ça et qui m'a regardé et qui m'a dit « Où tu vas avec ces yeux-là ?» Bon, voilà. C'était des rencontres comme ça, où j'étais extrêmement désarçonné. Et petit à petit, donc, voilà, en échangeant avec les médecins, les équipes, j'ai dit je vais au troisième. Et donc, voilà, oui, ça m'a troublé, ça m'a interpellé, puis les expériences ne sont pas tout aussi rigolotes, mais se sont accumulées, et puis en parlant avec les soignants et en parlant avec les proches de ces patients, j'ai eu une idée comme ça. Je faisais au même moment un travail sur la confusion pour un séminaire que je vais animer. Et ce qui s'est présenté à moi, c'est l'impression que j'allais dire l'univers, non, mais ce qu'il en était restitué dans le discours de ces patients et le trouble qu'il occasionnait chez les soignants et chez leurs proches, d'un seul coup, s'est trouvé avoir beaucoup de signes communs avec le discours du rêve. J'ai retrouvé la conversation, le déplacement, les fausses reconnaissances,
Et j'expérimentais le fait que, à partir d'un discours qui semblait complètement déstructuré, en lambeaux, sans queue ni tête, presque, en discutant avec les proches de ces patients, je glanais des éléments de réalité, des souvenirs, qui d'un seul coup me faisaient comprendre que le discours, en apparence incompréhensible, que vous tenez ces patients. Et réalisant ça, je trouvais que j'avais fait une découverte formidable. Et je me disais, mais au fond, les psychanalystes ne sont pas convoqués au chevet de patients Alzheimer. Ils sont même sommés de ne pas trop s'intéresser à ça. La place est occupée par d'autres. Des gens type de ceux dont tu l'écrivais. Et je me disais, mais au fond, ils se privent de quelque chose, les médecins, les neurologues, les gériatres, ils se privent de quelque chose. On pourrait tout à fait avoir un rôle en tant que psychanalyste auprès de ces gens et de leur entourage, et auprès des soignants, pour éclairer et tisser quelque chose qui permette une meilleure prise en charge de cette pathologie, de ces sujets, dont on se demande toujours s'il y a encore du sujet. Et faisant cela, je remettais les pieds dans quelque chose dans lequel j'ai baigné une grande partie de ma carrière, c'est les rapports que la médecine et la psychanalyse entretiennent ou n'entretiennent pas. Et voilà, ça a mûri en ce sens que, en même temps que voilà, ça se construisait comme ça, la question se posait, mais au fond, c'est Alzheimer qui est. C'est là que j'ai eu la surprise de découvrir qu'il était contemporain de Freud. Et là, l'idée de la correspondance m'est venue assez vite. Et puis, mais sur un mode tout à fait, comment je pourrais dire ça, je me voyais écrire une nouvelle, en fait. J'avais dans mémoire, comme ça, ce petit livre de Nassif que j'avais présenté chez Édipe il y a bien des années, Comment devient-on psychanalyste, cette correspondance, cet échange épistolaire entre une très jeune femme et un psychanalyste d'âge mûr. Ça m'avait beaucoup impressionné, je ne sais pas pourquoi. Bref, je me disais, tiens, là, il a dit un truc, parce que, voilà, ça lui a permis de dire des choses très simplement sur la formation des psychanalystes, sur l'exercice de la psychanalyse, sur le transfert. Je trouvais qu'arriver à faire ça, c'était formidable et peut-être beaucoup plus intéressant que de développer un point de théorie pour lequel je me sentais incompétent. Et donc la première lettre m'est venue, mais j'ai vu comme ça, j'allais dire d'un seul trait, c'est un phénomène toujours étonnant quand on l'expérimente. Et puis ça s'est construit comme ça, et au fil du temps quand même, je m'en explique un peu, ce qui s'est passé, c'est que comment je pourrais dire, oui, comme ça me vient, c'est qu'on ne peut pas jouer comme ça avec des gens comme Alzheimer, Freud. Il faut être sérieux. C'est la cour des grands. Voilà, j'ai été rattrapé par le faut être sérieux, ce qui est difficile des fois pour moi. Et c'est ainsi que cette part fictionnelle s'est trouvée entrelacée avec des références à des faits réellement advenus que je ne pouvais pas évacuer et qui m'ont aidé à construire la trame, l'intrigue, on pourrait dire, de cette rencontre, qui est donc un prétexte, effectivement, pour réexaminer les rapports que la psychanalyse et la médecine entretiennent, et ce qui les sépare, qui peuvent nous sembler anecdotiques ou très décevants par rapport à ce dont nous sommes capables lorsque nous sommes dans notre groupe
des développements parfois abscons, mais qui sont vraiment des points d'appel pour éclairer ce sur quoi la médecine et la science butent, c'est-à-dire justement sur ce qui ressort de la dimension subjective et cette dimension très particulière qu'avance la psychanalyse d'un sujet clivé et coupé des régions, des provinces, comme dirait Freud, où gisent les explications les plus fondamentales quant à ce qui lui arrive dans la vie. Et donc c'est à ma manière, c'est ce que j'ai voulu aborder, c'est mes idées que j'ai voulu rassembler. C'est vrai que c'est un ouvrage qui s'est construit aussi autour de beaucoup de citations qui me sont aussi curieusement tombées sous les yeux au moment où j'en avais besoin. Quelques figures emblématiques, bien sûr, ressortent à côté de Freud et d'Alzheimer, celles de leurs coreligionnaires, ceux qui ont accompagné leur œuvre. Crépin, quand même, pour revenir ne serait-ce que sur lui, c'est pas n'importe qui, c'est lui, je rappelle, Postel, qui est un de ceux qui s'est penché sur son œuvre. C'est quand même lui qui vous livre un tableau des pathologies mentales sur lesquelles la psychiatrie européenne a fonctionné jusque dans les années 50-60. Quelque chose qui est un petit peu glaçant, c'est sûr, quelque chose qui se réfère, qui fixe la maladie par le sort qu'elle aura in fine, c'est-à-dire par les lésions et les dégradations observables dans le tissu cérébral, certes, mais quand même une tentative de classification qui a fait fonctionner toute une psychiatrie assez protéiforme et qui a évolué jusque dans l'après-guerre. Donc Kraepelin, c'était pas n'importe qui. Charcot était oublié depuis longtemps. C'est cette psychiatrie allemande qui voulait rompre un peu avec les thèmes de dégénérescence avancés par les alliédistes français et qui reprenait à son compte effectivement les avancées comment je pourrais dire, libérale de la psychiatrie anglaise, de no restraint treatment, et qui, Alzheimer en aura été un exemple vraiment très intéressant, s'attachait à humaniser et à faire des hospices et des asiles de véritables hôpitaux psychiatriques en veillant à la vie quotidienne des patients et de leurs proches. Donc ce sont des personnages très à facettes, puisqu'aussi bien je reviens sur la façon dont Freud est accroché, je dirais, mollement à la médecine et la façon dont il rompt avec elle pour construire les outils de la psychanalyse, en reprenant effectivement tout le travail de Pierre Benoît, qui résonne toujours de manière aussi convaincante à mes oreilles, à propos des outils thérapeutiques et du transfert qu'il supporte, transfert du patient à la médecine, mais aussi du transfert du médecin à la médecine, chose dont je ne suis pas exempt moi-même, puisque la médecine, hélas, j'y ai affaire de temps en temps. Donc, c'est un petit peu toutes ces questions dans le désordre que j'ai essayé de tisser, en me risquant effectivement à mélanger la fiction avec des références beaucoup plus, auxquelles nous sommes beaucoup plus habitués, quitte à ce qu'on en ressorte parfois un petit peu désorienté. Je parlais, je ne sais pas avec qui, là tout à l'heure, quelqu'un qui devait être là ce soir et qui s'est excusé de pouvoir le faire, m'a fait part de son trouble, de son angoisse, c'est le mot qu'elle emploie, à chaque fois qu'elle devait lire une nouvelle lettre de Freud.
c'est très étrange parce que, alors, on lance un peu d'explication, l'angoisse d'avoir affaire à quelque chose qui est fictionnel, alors que pour nous, les lettres de Freud, c'est du réel, c'est du concret. Et lorsque j'ai lu son message, j'ai repensé aux troubles aussi que je ressentais en écrivant ces lettres. Pris dans une espèce de, peut-être d'inquiétante étrangeté, de retrouver du familier et de l'étranger, et d'en fabriquer moi-même. Alors j'espère que ce trouble, en tout cas ce qu'elle me dit, ne l'a pas empêché de continuer à lire, mais voilà, c'est un livre malicieux peut-être, mais qui ne veut pas se laisser prendre au piège de la malice, qui est faussement savant, parce que un livre savant, je me suis toujours interrogé sur la part de transmission qu'il arrivait à mettre en place. Je me suis débattu avec tout ça. Donc, en fin de compte, vous verrez, faites-vous votre idée. Mais c'est vrai que c'est très très difficile de parler d'un tel travail quand c'est soi-même qui